Bienvenue à votre émission Analyse juridique sur Droit Plus Télévision. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maître Victor. Avec lui, nous allons parler de tout ce qui concerne l'affaire ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba au niveau de l'Assemblée nationale, mais aussi du côté du procureur près la Cour de cassation en ce qui concerne l'instruction de son dossier. Et je vous laisse suivre l'intégralité des explications de Maître Victor, qui a été l'invité de cette émission Analyse juridique. Maître, nous débutons notre entretien d'aujourd'hui avec la procédure sur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. D'abord, comment a été l'instruction avec l'autorisation de poursuite, vous étant un juriste? D'abord, vous nous expliquez, est-ce que la procédure a été respectée d'une manière générale? Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci pour l'invitation et merci beaucoup pour la question. De manière générale, la procédure a été respectée. La procédure a été respectée, pourquoi nous le disons? L'article 166 de la Constitution a prévu ça. A prévu la procédure d'abord pour la mise en accusation. La mise en accusation d'un ministre, d'un membre du gouvernement autre que le Premier ministre. Parce que parmi les membres du gouvernement, il y a également le Premier ministre. Mais le Premier ministre n'est pas justiciable de la Cour de cassation. Le Premier ministre est justiciable de la Cour constitutionnelle au même titre que le président de la République, pour un certain nombre d'infractions prévues par la Constitution, notamment la haute trahison, les délits d'initié, dans tout cela. Si le Premier ministre commet ça, on les défère devant la Cour constitutionnelle. Mais pour les autres membres du gouvernement, ils sont justiciables de la Cour de cassation. Et dans le cas d'espèce, l'organe poursuivant de la Cour de cassation, c'est le procureur général près la Cour de cassation. Et la loi dit, notamment la loi sur la procédure devant la Cour de cassation, dispose que si le procureur général veut d'abord instruire un dossier à charge des membres du gouvernement, il doit obtenir l'autorisation au fait d'instruction. Donc là, il y a deux phases. Il y a d'abord l'autorisation d'instruction et après, il y a l'autorisation des poursuites. Même si la Constitution, en son article 166, n'a prévu qu'une seule phase. Mais le législateur a prévu plutôt des phases. C'est pour cette raison, même au niveau du Sénat, quand on avait décidé d'élever les immunités du sénateur à vie Joseph Kabila, et ils n'ont pas suivi cette procédure-là, prévue par la loi portant procédure devant la Cour de cassation, parce que cette loi a prévu des phases. Alors, au niveau du Sénat, ils se sont dit, non, ils se réfèrent simplement à l'article 166 de la Constitution, qui a prévu simplement une seule phase, l'autorisation des poursuites. Mais ici, le procureur général près la Cour de cassation a effectivement suivi les deux phases prévues par la loi. C'est comme ça, il avait d'abord déposé un réquisitoire aux fins d'instruction, parce que s'il faut auditionner un membre du gouvernement, il faut d'abord obtenir l'autorisation de l'Assemblée nationale. Parce que, comme vous le savez, l'Assemblée, c'est l'Assemblée nationale qui investit le gouvernement. Alors, s'il faut instruire un dossier à charge des membres du gouvernement, il faut se référer à l'Assemblée nationale. C'est ce qui a été fait. Et on avait autorisé l'instruction à charge de ces ministres, les ministres d'État, ministres de la Justice. Et maintenant, à ce stade, le procureur général a estimé que, oui, les faits sont établis. Au lieu de se limiter simplement à l'instruction, il doit passer maintenant aux poursuites. C'est-à-dire, le ministre, là, on les poursuit. L'organe poursuivant, les ministères publics, les poursuit pour détournement des données publiques. Donc, c'est comme ça, il est revenu
au niveau de l'Assemblée nationale pour cette fois-ci solliciter l'autorisation des poursuites. Donc effectivement, je peux dire que non, la procédure a été respectée, même s'il y avait des petits couacs par-ci par-là, notamment au niveau de l'Assemblée nationale, en ce qui concerne par exemple l'autorisation d'instruction. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale dispose que non, bon, il fallait accorder la parole simplement à 2 députés qui sont contre et 2 autres qui sont pour. Mais dans les débats là, nous avons vu que le président de l'Assemblée nationale avait accordé la parole presque à tout le monde. Mais ce n'est pas ce que le règlement intérieur a prévu. Le règlement intérieur a prévu que la parole soit donnée simplement à 2 députés qui sont pour et 2 autres qui sont contre. Donc c'est ça. Venons-en par rapport à l'autorisation et par rapport à l'avancement des poursuites de cette affaire plutôt au niveau de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui va suivre? Est-ce que le ministre, que dit la loi, le ministre de la Justice doit nécessairement démissionner ou il peut garder son poste de ministre de la Justice pendant qu'il sera en procès avec le ministère public? Bon, moi je l'avais dit, étant ministre, déjà, comme il y avait un réquisitoire aux fins d'instruction et que l'Assemblée nationale avait déjà autorisé qu'il soit poursuivi, donc il devrait en principe, là ce n'est pas la loi qui a prévu ça, mais sur le plan politique, il devrait au moins présenter sa démission. Mais la loi prévoit la démission au cas de mise en accusation. C'est-à-dire, aujourd'hui, il y a eu le réquisitoire aux fins des poursuites. Et si jamais l'Assemblée nationale venait à autoriser ces poursuites, là, le ministre doit démissionner dans les 24 heures qui suivent. Ça, c'est la loi qui le dit. La Constitution qui le dit. L'article 166. Donc, il doit obligatoirement déposer sa démission. S'il ne le fait pas, dans les 24 heures là, sa démission sera d'office. C'est-à-dire, même s'il ne présente pas sa lettre de démission, on va considérer qu'il ne fait plus partie des membres du gouvernement. Mais si le plan politique, bon, même si ici dans cette émission, nous parlons beaucoup plus des droits, mais si le plan politique, il devrait quand même, pour faciliter les choses, il devrait démissionner. Parce qu'étant membre du gouvernement, il peut aussi influencer l'enquête. Il ne va pas vraiment bien travailler. Vous voyez, le vendredi, là, c'était le jour des conseils des ministres. Mais au moment où il devrait travailler, il devrait être dans les conseils des ministres, lui, il s'est présenté au niveau du parquet général près la Cour de cassation. Là, c'est déjà un handicap. Alors, malheureusement, comme nous au Congo, peut-être nous n'avons pas cette culture-là de démission, donc il n'a pas démissionné. Mais si jamais, demain, l'Assemblée nationale venait à autoriser les poursuites, là, il devra automatiquement présenter sa lettre de démission. Présenter sa lettre de démission, et si le ministre de la Justice démissionné, qu'est-ce que la loi a prévu pour son remplacement? Est-ce que ce sera l'office, le vice-ministre qui va faire l'intérim ou on doit nécessairement aussi remplacer par notre ministre ou le nouveau ministre de la Justice? Bon, en fait, il n'a pas été relevé de ses fonctions, il n'a pas été soit révoqué, et à l'heure actuelle, il n'y a pas eu soit un remaniement. Là, automatiquement, il aura le vice-ministre, comme au niveau du ministère d'État, du ministère de la Justice. Il a un vice-ministre. Là, c'est le vice-ministre qui va certainement assumer l'intérim, parce que c'est le ministère de la Justice, c'est quand même un grand ministère. On ne peut quand même pas laisser ces ministères comme ça sans un ministre, parce que c'est quand même un service public et comme vous le savez, en droit administratif, il y a le principe de la continuité des services publics et là, il aura certainement le vice-ministre qui va assumer l'intérim, mais bien qu'on n'est pas encore là, l'Assemblée nationale n'a pas encore accordé l'autorisation des poursuites. Là, attendons voir
ce que vont décider les élites du peuple. Les élites du peuple, notre deuxième thème d'aujourd'hui, toujours avec le ministre de la Justice, mais aussi avec les procureurs près la Cour de cassation. Nous allons parler de cette deuxième réquisitoire. D'abord, nous sommes en ce qui concerne ce qu'on a qualifié outrage à la magistrature et au corps constitué. Nous sommes d'abord au début avec l'autorisation des poursuites au niveau de l'Assemblée nationale qui a été demandée par les procureurs. Toujours, c'est quoi une infraction ou ce qu'on a qualifié outrage à la magistrature et au corps constitué? Bon, là c'est un deuxième réquisitoire qui a été déposé au niveau de l'Assemblée nationale par le procureur général après la Cour de cassation, parce que le premier réquisitoire là, l'autorisation a été donnée juste pour des faits là, reprochés au ministre, des détournements des deniers publics par rapport aux 19 millions qui devraient servir à la construction d'une prison, d'un centre pénitentiaire à Kisangani. Et le procureur général estime qu'il y a eu détournement des deniers publics, et c'est comme ça qu'il avait saisi l'Assemblée nationale. Et la loi dit l'autorisation accordée ne devra se limiter que pour cette infraction-là. Mais il semble, selon le procureur général près la Cour de cassation, que le ministre aurait commis une autre infraction. Là, c'était au palais de justice. Il dit que non, il y a eu l'infraction de outrage au magistrat et aussi outrage au corps constitué. Outrage au magistrat, c'est quoi? Même nous, les avocats, quand nous prêtons serment, on nous demande de respecter quand même le magistrat. Parce que quand nous venons plaider, nous plaidons toujours devant les magistrats et nous venons solliciter des fois une décision judiciaire, alors on demande de respecter quand même ces corps. Alors lui, selon le procureur général, il dit que non, bon, il a tenu des propos, pas vraiment des propos qu'on dirait discourtois vis-à-vis des magistrats. Il dit que non, bon, il a interdit ses subalternes, c'est-à-dire les secrétaires généraux, d'aller se présenter devant les magistrats. Il dit que lui aussi ne va jamais se présenter devant les magistrats. Et là, il s'agit, selon le procureur général, d'outrage aux magistrats, c'est-à-dire il n'a pas respecté ces corps-là des magistrats. Il y a aussi l'infraction des outrages au corps constitué, c'est-à-dire les fonctionnaires. Quand vous tenez des propos un peu, comme je l'ai dit, discourtois, des propos un peu injurieux vis-à-vis des fonctionnaires, là il y a également cette infraction d'outrage au corps constitué. Alors il y a ces deux infractions-là. Et le procureur général, après la Cour de cassation, a estimé que le ministre d'État a encore enfreint la loi pénale par rapport aux magistrats et par rapport au corps constitué. C'est comme ça qu'il a saisi l'Assemblée nationale pour que celle-ci puisse l'autoriser aux fins d'instruction. Là, certainement, il y aura encore deux phases. Il y aura d'abord la phase d'instruction, après d'abord instruire les dossiers, mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier, parce que je vis ça sur les réseaux sociaux, on dit que non, bon, à l'heure actuelle, comme il n'y a pas eu encore l'autorisation des poursuites, on ne peut pas mettre la main sur le ministre. Non, attention, la loi dit, et lors de l'instruction, le procureur général, près la Cour de cassation, peut poser tous les actes conformément au Code des procédures pénales. C'est-à-dire, il peut aussi décider de mapper, de mettre le ministre sous mandat d'arrêt provisoire. Mais comme c'est un ministre, on ne le met pas vraiment en détention préventive, parce que bon, là, c'est une émission de vulgarisation. Mais s'il faut savoir, dans cette procédure, il y a d'abord ce qu'on appelle le mandat d'arrêt provisoire de 5 jours. Après le mandat d'arrêt provisoire, il faut obtenir l'autorisation des juges de tripet pour mettre la personne en détention préventive. Mais comme c'est un ministre, non, on ne va pas solliciter le juge de tripet, mais ça sera juste les juges de la Cour de cassation qui vont décider cette fois-ci pas de le mettre
en détention préventive, mais en résidence surveillée. C'est-à-dire quand il se présente devant le parquet général, même pendant cette instruction-là, même s'il n'y a pas eu l'autorisation des poursuites, le parquet, s'il estime que non, il y a par exemple la crainte sur sa fuite, ou si le parquet estime que non, bon, en laissant les ministres en liberté, il peut entraver la procédure, non, le parquet peut décider de le mettre en résidence surveillée. Et là, celui qui va autoriser ça, c'est le juge, c'est la Cour de cassation maintenant. Au niveau de la juridiction, au niveau des juges, ils vont autoriser de mettre le ministre en résidence surveillée. En résidence surveillée. Donc, mettre quelqu'un en résidence surveillée ou encore le ministre dans les cas d'espèce, ça dépend de l'appréciation des juges de la Cour de cassation. Des juges de la Cour de cassation, mais ce sont beaucoup plus le parquet. C'est le parquet qui décide. Le procureur général après la Cour de cassation, il peut décider, il dit non, non, non. Au vu des faits, le ministre ne peut plus être vraiment en liberté parce que la détention, c'est quoi? On sait que non, bon, la liberté, c'est la règle. Mais si on estime, par exemple, que non, en vous laissant en liberté, vous pouvez aussi influencer les dossiers. Vous pouvez faire disparaître certaines traces du dossier. Alors, le parquet peut décider de vous mettre, maintenant, cette fois-ci, en détention. Donc, on vous met un peu quelque part, là on dit que non, on poursuit l'instruction et vous ne serez pas en liberté. Donc c'est ça. C'est ça. Mettre une question aussi, est-ce que par rapport à ces deux infractions que nous venons d'évoquer, outrage à la magistrature et au corps constitué, ce sont des infractions qui est juste réservées aux juristes ou encore tout le monde peut commettre cette infraction? Non, tout le monde, ce n'est pas nécessairement les juristes. Quand on poursuit le ministre, on ne le poursuit pas en sa qualité de juriste, on ne le poursuit pas en sa qualité d'avocat. On le poursuit comme un ministre d'État, comme tout le monde, disons. Pas vraiment comme ministre d'État, surtout pour cette infraction. Ce n'est pas comme ministre, peut-être pour l'autre infraction-là, des détournements des deniers publics, même s'il y a débat là-dessus, mais on va voir ce que le parquet va dire, parce que d'autres disent que non, bon, là, c'est une procédure purement administrative, on ne peut pas quand même arrêter quelqu'un. La sanction, c'est plutôt l'annulation de ces contrats. Et d'autres disent que non, bon, il y a eu déjà tentative punissable, et comme on dit en droit, la tentative est punie de la même peine que l'infraction consommée, conformément à l'article 4 du Code pénal congolais. Donc là, nous laissons ça à l'appréciation maintenant du parquet. On n'entre vraiment pas dans ces débats, mais on va voir ce que ça va donner. En ce qui concerne l'autre infraction, on ne les poursuit pas comme ministre, on les poursuit comme tout autre Congolais qui a manqué du respect vis-à-vis de la magistrature et vis-à-vis également de sa hiérarchie. Puisqu'en ce qui concerne l'infraction là d'outrage au corps constitué, c'est par rapport au Premier ministre. Il avait cité, je crois, les noms de la Première ministre, c'est comme ça. Le parquet a estimé que non, bon là, c'est un outrage au corps constitué, on doit aussi l'auditionner par rapport à ça, pourquoi est-ce qu'il a tenu de tels propos, pourquoi est-ce qu'il a dit ça, et c'est comme ça on a saisi l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale, en fait d'obtenir l'autorisation d'instruction, pas des poursuites. Pas des poursuites. D'abord, maître, peut-être une avant-dernière question. Si aujourd'hui, dans l'affaire des détournements, le ministre de la Justice, si l'Assemblée nationale, bien sûr, a accordé son autorisation, après les procès, le ministre de la Justice sort vainqueur, est-ce que la Cour de cassation aura encore la possibilité de continuer de poursuivre l'actuel ministre de la Justice pour les faits que nous venons d'évoquer, outrage à la justice et au corps constitué? Non, s'il s'avère qu'après l'instruction, bon, parce qu'aujourd'hui, le procureur général, après avoir auditionné le ministre, lui, il estime que les faits sont, selon lui, établis, que il est en face d'un inculpé, comme on dit, parce qu'on peut vous inviter au parquet, mais après l'audition, on dit que non, 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 vous avez commis l'infraction. À l'heure actuelle, le parquet général estime que le ministre a commis le détournement des deniers publics. Ça, c'est selon
le parquet général. Et si l'Assemblée nationale n'autorise pas, c'est ça votre question? Oui. Si l'Assemblée nationale n'autorise pas, là, il n'y aura pas de poursuites. Hein? Mais attention, il ne s'agit pas d'immunité, parce que j'entends les journalistes dire que non, c'est la levée des immunités, tout cela. Le ministre n'a pas d'immunité. Les membres du gouvernement n'ont pas d'immunité. Ce sont les députés, les sénateurs qui ont les immunités. Mais sauf que, en ce qui concerne leur poursuite, ils sont soumis à une procédure spéciale. C'est-à-dire, il faut une autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat, ou de l'Assemblée nationale. Donc là, ce ne sont pas les immunités. Les immunités, c'est beaucoup plus pour les parlementaires. Parce qu'un parlementaire, il doit parler. Il doit parler. C'est comme ça que la Constitution dit que le parlementaire, dans l'exercice de ses fonctions, ne peut pas être poursuivi ou arrêté en raison des paroles qu'il a eu soit à prononcer dans l'exercice de ces fonctions-là. Là, ce n'est pas pour le ministre. C'est-à-dire, un ministre, quand il dit quelque chose, on doit le poursuivre. Mais ce n'est pas le cas pour les parlementaires ou les députés. Je peux vous lire cette disposition de la Constitution, je crois, ça doit être l'article, je crois, 107, l'article là qui a prévu les immunités parlementaires. Vous allez voir un peu la nuance. Donc, si c'était peut-être un député qui avait tenu ses propos, je ne pense pas qu'on pourrait accorder cette autorisation-là, parce qu'on dit que non, bon, le député ou le sénateur a les immunités parlementaires. Mais ce n'est pas le cas pour le ministre. Voilà, article 107, on a dit ceci. Aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Donc c'est ça les immunités. Il peut dire n'importe quoi. On ne peut pas les poursuivre parce que là, il est en train de faire son travail de parlementaire. Mais ce n'est pas le cas pour le ministre ou pour un membre du gouvernement. Et ils n'ont pas les immunités. La preuve en est que le ministre d'État, le ministre de la Justice, a tenu des propos, on peut dire, entre guillemets, injurieux vis-à-vis des magistrats et vis-à-vis des premiers ministres. Il a eu ses réquisitoires. Mais si c'était un parlementaire, il se peut que non, bon, le procureur général peut aussi décider de déposer un réquisitoire, mais un tel réquisitoire ne pourra pas aboutir parce que le parlementaire est couvert par les immunités, conformément à l'article 107 de la Constitution. Mais tel n'est pas le cas pour les membres du gouvernement. Là, je l'ai dit à titre pédagogique, parce que j'attends les gens dire, même les journalistes, non, c'est pour lever les immunités du ministre d'État. Le ministre d'État n'a pas les immunités. Voilà. D'accord. Une dernière question, maître, pour clore cette émission. Maître, si aujourd'hui les ministres et la Cour de cassation prouvaient que le ministre est condamné pour l'affaire, première affaire de détournement des biens publics, est-ce que c'est possible aussi de condamner, et quelqu'un encore, de condamner le ministre pour la deuxième infraction, outrage à la magistrature pour c'est prévu par la loi congolaise? Merci beaucoup, c'est vraiment une question pertinente. Vous savez, en droit congolais, spécialement en droit pénal congolais, il y a ce qu'on appelle les concours idéal d'infraction et les concours matériels d'infraction. Le concours idéal, c'est quoi? Pour un même objectif, une personne peut commettre plusieurs infractions. Je vous donne un exemple. Un étudiant quitte chez lui parce qu'il y a examen à l'université. Il dit non, je dois vraiment passer cet examen. Il a cet objectif-là de passer l'examen. Il y prend le bus. Il ne paye pas. Là, c'est déjà l'infraction de guerrillerie. Il arrive à l'université, il trouve qu'on est en train
de faire les contrôles sur les frais académiques, il casse la porte, juste pour entrer, en fait de passer l'examen, n'est-ce pas? Là, c'est la deuxième infraction. Peut-être destruction méchante. Hein? Il arrive au niveau de la porte, il trouve un surveillant qui l'empêche d'entrer, il donne ça des coups de poing à ses surveillants, juste pour passer l'examen. Là, c'est la troisième infraction, coups et blessures volontaires. Il entre dans la salle pour faire son examen. Là, il a commis 3 infractions. Donc, si on vient l'arrêter pour répondre de ces faits, on dit il y a concours idéal. C'est-à-dire, on va rassembler les 3 infractions, hein, et on va retenir les taux le plus élevés, hein, parmi les 3 infractions-là. Parce qu'il a commis ces 3 infractions pour un seul objectif. Ça, c'est ce qu'on appelle le concours idéal. Mais les juges devront tenir compte de cela. Mais si vous êtes en face d'un délinquant, aujourd'hui, il commet les viols dans un quartier quelconque, à Kingasane par exemple. Le lendemain, vous l'arrêtez encore à Ndjili pour les vols de téléphones. Après quelques jours, vous venez l'arrêter à Kitambo pour escroquerie. Et après 2 jours, il va commettre encore l'estelona à Mungafula. Quand on va arrêter cette personne, on dit non, 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 voilà. Les victimes viennent dire non, lui, il m'avait violé. Et l'autre dit non, il m'avait volé le téléphone. L'autre, ah, il m'a escroqué à Kitambo. Là, il n'y a pas un seul objectif. Là, c'est ce qu'on appelle les concours matériels. C'est-à-dire les juges ont sanctionné une telle personne, hein, devoir simplement faire la sommation de ces peines, mais il verra à ce que la peine ne puisse pas dépasser 20 ans. Si ça dépasse 20 ans, il va les condamner à prison à perpétuité, c'est ce que vous appelez, puis prison à vie. Hein? Prison à vie, donc c'est ça. D'accord, maître. Un mot de la fin pour aujourd'hui à toutes ces personnes. Merci beaucoup. Veuillez nous faire confiance, veuillez suivre cette chaîne ici, Droit Plus TV. Veuillez vous abonner. Et ceux qui veulent suivre également des formations, n'hésitez pas à nous contacter sur le numéro là qui est affiché. Et nous sommes là à votre disposition pour l'étude, la formation et la diffusion des droits en République démocratique du Congo. Merci et passez une très belle soirée. Mesdames et messieurs, je pense que vous avez tout compris des explications de Maître Victor qui nous a tout parlé par rapport à cette affaire. On se retrouve très bientôt sur Droit Plus Télévision. Portez-vous bien.